Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau chaos global qui est encore un chaos global spécial puisque nous sommes en campagne, monsieur le tête de liste, puis vous voyez la fatigue de la campagne, c'est quand même assez chargé. Bah oui, c'est une campagne. On vous reçoit à la maison avec des tasses de café parce qu'on a besoin de remonter, on a des journées chargées. Et il se trouve que l'actualité nous tend un peu les bras pour vous montrer combien au fond cette élection européenne qui ne suscite pas un engouement massif dans l'opinion. J'ai vu que le débat Bardella-Attal avait attiré, je crois, 3 ou 4 millions de personnes, 4 millions et demi de téléspectateurs, ce qui est quand même relativement modeste. Tu te souviens, quand on était jeune, avant, c'était mieux avant. Les émissions politiques faisaient généralement un tabac. Là, on est en pleine campagne électorale. Le Premier ministre retrouve celui qui est donné comme le gagnant de l'élection, et finalement... le possible gagnant de l'élection, il faut dire comme il bordait tout de manière à ne prendre aucun risque, moi je pense que l'audience aurait pu monter s'il y avait eu un peu de castagne, un match de catch. Mais en fait, il était tellement prudent, et d'ailleurs, ça s'est vu dans le bilan très mitigé dans les sondages. Il n'a pas gagné, on ne peut pas dire qu'Attal a gagné non plus, mais c'est un match nul. En réalité, quand même, moi ce qui me frappe, c'est que je regarde la presse, et on lit la presse tous les jours, la presse subventionnée, on la lit. Elle est quand même très aseptisée. On y dit le moins de choses possible et tout est feutré, arrondi. Et on a aujourd'hui aussi une vie politique aseptisée, c'est-à-dire que Marine Le Pen, pour se dédiaboliser, a donné la consigne d'avoir la communication la plus ronde possible. Et au fond, il n'y a plus un mot plus haut que l'autre, nulle part. Oui, où est l'époque des grands débats, Giscard-Mitterrand, Chirac-Fabius, où ça castagnait. Tu te souviens du 88, Chirac-Mitterrand, où ça avait été très, très raide. Je vous regarde droit dans les yeux. Et bien sûr, monsieur le Premier ministre. Et si vous n'avez pas compris ce qu'on vient de dire, renseignez-vous, c'est que effectivement la culture politique du temps a changé. Mais en tout cas, je note que tout ça est très aseptisé et qu'au fond, ça endort tout le monde. On est dans une espèce de société de la bienséance. Pour moi, c'est vraiment le Second Empire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de points communs entre notre époque et le Second Empire qui fait un procès à Baudelaire, à Flaubert, et on l'a oublié, à Eugène Sue, pour immoralité, puisque Madame Bovary, qui est aujourd'hui enseignée dans toutes les classes, théoriquement, de notre temps, c'était enseigné dans toutes les classes de terminale, Madame Bovary était considérée comme un ouvrage pornographique. Et au fond, Flaubert a failli faire de la prison pour l'avoir écrit. Oui, alors une différence, c'est que le Second Empire a industrialisé la France. C'est la différence avec aujourd'hui. Mais pour le reste, moi c'est l'impression que j'ai eue en allant au ministère de l'Intérieur déposer notre liste. On comprend qu'il y a les candidats gouvernementaux, il y a l'opposition officielle, et puis alors il y a des troubles faits, des trublions dont on ne sait pas quoi faire. Non, prenons-nous en main. Alors où est-ce qu'on va les classer? Et c'est effectivement, ils ont juste repeint les peintures, changé les lustres, mais on est encore dans les années 1860. Voilà. Et donc, dans ce monde aseptisé où on endort tout le monde, on vous cache l'actualité qui est probablement l'actualité fondamentale, le vrai enjeu des élections européennes, et c'est un enjeu extrêmement fort qui concerne votre vie quotidienne, et vous avez le pouvoir de dire non. L'enjeu, c'est la nomination de la prochaine présidente de la Commission européenne. Alors on rappelle le processus. La présidente, la Commission européenne est proposée par le Conseil des gouvernements, pour aller vite le Conseil des États membres, propose une commission au Parlement européen, et tant que le Parlement européen n'a pas validé, n'a pas voté pour cette commission ne peut pas prendre ses fonctions. Donc on le redit parce que je lis souvent mais Ursula von der Leyen n'a pas été élue. C'est faux, elle a été élue par le Parlement européen. C'est un mode d'élection qu'on peut contester. Elle n'a pas été élue au suffrage universel, mais elle fait quand même l'objet d'un processus électif. Elle a été élue de justesse. La majorité était très courte.
Et donc l'enjeu là, ce qui se joue, puisqu'elle est candidate à sa réélection, c'est de savoir s'il n'y a pas un autre candidat qui est en train d'émerger et qui serait poussé en particulier par Emmanuel Macron, mais peut-être aussi par le chancelier allemand social-démocrate, qui n'est donc pas du parti d'Ursula von der Leyen, chrétienne démocrate, et il s'agit de Mario Draghi. Ah, je voulais vous teaser pour... On va vous parler de Mario Draghi, on va vous dire le danger que Mario Draghi représente pour les États souverains comme la France. Mais avant d'en parler, ce qu'il faut redire, c'est qu'Ursula von der Leyen, elle-même, elle est très critiquée dans son camp. D'abord pour des raisons qu'on évoque très souvent dans le courrier des stratèges. On vous a poussé à faire une saisine. Je dirai un jour pourquoi je m'en repens un peu, je m'en mords un peu les doigts, parce qu'on vous a poussé à faire une saisine sur du procureur européen sur les agissements d'Ursula von der Leyen et notamment le fait qu'elle ait conclu des accords avec Pfizer pour acheter des quantités colossales de vaccins. Pfizer, c'est 45 milliards de contrats. La facture totale des vaccins en Europe, c'est 70 milliards d'euros. C'est vraiment plus que le budget de l'éducation nationale, en quelques mois, dépensé en quelques mois. Et tout ça s'est fait dans des conditions d'opacité que nous lui avons reproché, que beaucoup de gens lui reprochent. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle beaucoup la critiquent et ne souhaitent pas forcément, y compris dans son propre camp, la voir revenir au pouvoir. Est-ce que tu peux nous refaire le point des critiques qui sont émises contre Ursula von der Leyen? Alors, d'abord, critique dans son propre camp, elle n'arrondit jamais les angles, elle est de tempérament très autoritaire, elle veut passer en force. De ce point de vue-là, c'est un peu le contraire de Madame Merkel. Critique plus large, certains disent à la Commission, elle aurait pu au moins préserver les formes et ne pas donner l'impression que c'était les Allemands qui gouvernaient. Et elle a amené avec elle quasiment que des Allemands dans son entourage et qui ont occupé les postes clés. Et donc il y a quelque chose qui est jugé contre-productif, y compris d'ailleurs par le gouvernement du chancelier Scholz, même si ça n'est jamais dit publiquement. Par ailleurs, elle a quand même très largement outrepassé les traités, puisque, tu l'as dit à demi-mot, mais elle a pris énormément d'initiatives qui débordaient de sa case institutionnelle. Si on prend l'exemple de la santé est une compétence d'appui de la Commission au gouvernement. Or, toute la crise du Covid a servi à la Commission à tirer à elle la couverture, obtenir que les gouvernements fassent de la Commission finalement le responsable, par exemple de l'achat des vaccins, mais plus généralement de la normification des politiques sanitaires. Et effectivement, c'est totalement outrepassé la compétence qu'attribuent les traités à la Commission européenne. Donc, dans cette affaire, puisqu'il y a eu de nombreux rebondissements, donc il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, y compris en Allemagne, dans l'affaire des SMS échangés avec Bourla et de la négociation du contrat avec Bourla. Bourla, PDG de Pfizer. Bourla, PDG de Pfizer, tu fais bien de le rappeler. Rappelons là aussi que le Washington Post, le New York Times était bien parti pour avoir accès à ces SMS, puis finalement la multiplicité de recours judiciaires qui ont été faits en Europe a retardé la procédure de transparence. Bon, on y reviendra un jour, mais en tout cas, il y a autour d'Ursula von der Leyen le souvenir qu'elle avait quitté le ministère de la Défense en Allemagne sous Angela Merkel de façon précipitée parce qu'elle avait des soupçons de conflit d'intérêts, pesaient sur elle des soupçons de conflit d'intérêts avec McKinsey, qui a recruté un de ses fils. On sait qu'il y a des affaires de conflit d'intérêts autour du vaccin, notamment avec le rôle de Heiko von der Leyen, son mari, qui est employé par un laboratoire Orgenesis d'origine israélienne d'ailleurs. Bref, il y a autour d'elle beaucoup de soufre, beaucoup de contestations, de controverses. On parlera peut-être un jour de la disparition de Michel Rivasi
des contours très sulfureux qui entourent un certain nombre d'affaires judiciaires. En Italie, l'époux d'une députée européenne vient de déclarer que c'était un assassinat qui n'était pas étranger à la question du vaccin. Tout ça, ce sont des rumeurs sur lesquelles on peut avoir un faisceau d'indices disant c'est bizarre. Quand une eurodéputée dit mon mari a été assassiné par Big Pharma, on peut penser qu'elle a des éléments. En tout cas, voilà, tout ça bouillonne et elle pourrait à l'avenir être embarrassante si les affaires judiciaires prospéraient. D'autant plus qu'elle porte aussi sur les nerfs des gouvernements en ayant annoncé qu'elle voulait un commissaire à la défense, qui lui aussi n'est pas prévu par les traités, et ça risque de déguiser les tensions entre les chefs de gouvernement et Madame von der Leyen quand elle se représentera. Alors là-dessus, Mario Draghi, donc vous le savez, il a été notamment patron de la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui a lancé ces systèmes de tuyautage, de planches à billets très techniques sur lesquels on reviendra peut-être un jour. Mais enfin, quand il est parti, le bilan de la BCE avait explosé tellement la BCE était propriétaire d'actifs, ce qui agaçait beaucoup les ordolibéraux allemands. Qui disait mais enfin c'est pas le rôle de la banque centrale de devenir une banque prêteuse en dernier ressort. Pour aller vite, je simplifie beaucoup, les puristes me diront que c'était pas exactement ça, ils ont raison, mais on pose le débat. Mario Draghi a été Premier ministre en Italie. Il a notamment fait adopter une réforme des retraites, de mémoire, qui est passée à 67 ans en Italie. Et Mario Draghi a l'image de celui qui est parvenu à moderniser un pays immodernisable, en tout cas à réformer un pays irréformable, qui est l'Italie. On pense souvent qu'on est les seuls mauvais élèves, mais pas du tout. Il y a aussi l'Italie. Et là, on le met en piste pour prendre la présidence de la Commission européenne, probablement avec le soutien d'Emmanuel Macron. Alors, si je peux dire quelque chose en préalable, je pense que Mario Draghi est véritablement intelligent, je pense qu'il est véritablement puissant, il n'est pas simplement quelqu'un qui sert les intérêts des décideurs mondialistes. Je pense qu'il est lui-même l'un de ces décideurs depuis 30 ou 35 ans qu'il a entamé une carrière au sommet. Il a fait des études d'économie, il a été au MIT, il a des réseaux américains très puissants, il a travaillé chez Goldman Sachs et il a été effectivement le seul à réussir à faire plier les Allemands au début des années 2010, on se rappelle 2012-13, sur le quantitative easing, la planche à billets, comme tu disais, pour sortir de la crise de la zone euro. Et donc, si on compare, Emmanuel Macron, c'est un tout petit calibre à côté de Draghi. Hein. Il suffit d'ailleurs de les entendre tous les deux en discours. Ça m'est arrivé une fois pour Draghi. Draghi est vraiment cultivé. Il a un vrai rayonnement et il a une capacité à attirer les gens vers lui qui n'est pas forcée. Donc il est très très fort, mais de notre point de vue, on va essayer d'expliquer pourquoi, c'est donc particulièrement dangereux parce qu'il est peut-être quelqu'un qui peut sauver provisoirement l'Union européenne. En la faisant basculer vers le fédéralisme. Parce que donc Mario Draghi s'est exprimé dans la presse avec de mémoire Enrico Letta d'ailleurs, il a beaucoup parlé du marché des capitaux. Oui. La création d'un marché unique des capitaux, qui est le point sur lequel Ursula von der Leyen a buté pendant son mandat, puisqu'il devait y avoir un marché unique des capitaux. C'est un sujet très technique. Alors, en réalité, quand on dit marché unique des capitaux, je sais qu'il y a plein de gens qui se disent bah, c'est horrible, les capitaux, le profit, c'est pas bien. C'est un peu plus compliqué que ça, là aussi, puisque je suis convaincu que vous êtes assez content quand vous voulez vous acheter une maison, faire construire une maison, le pavillon de vos rêves. Vous êtes souvent assez content d'avoir une banque après de laquelle vous pouvez négocier un taux en disant mais la banque d'en face est moins favorable et puis je négocie, et vous êtes assez content généralement qu'on vous prête de l'argent pour construire votre maison. Les capitaux, ça sert aussi à ça, c'est du capitalisme. J'ai pas de quoi me payer une maison, on me fait l'avance et je rembourse petit à petit. C'est la base du capitalisme, et je crois que plein de gens qui détestent le capitalisme sont quand même heureux d'être propriétaires de leur maison, leur pavillon, leur appartement, leur ce que vous voulez, et c'est possible grâce au marché
marché des capitaux. Et donc ce marché des capitaux, il n'est pas unifié en Europe. Alors, il y a des grands débats puisqu'Emmanuel Macron a appelé à la création de grandes banques européennes. Je vais très très vite, les puristes m'en voudront, mais on rappelle qu'il y a en France 4 grandes banques commerciales, la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Et en réalité, cette idée d'avoir 4 grandes banques commerciales, elle est née sous De Gaulle dans les années 60. C'est au cabinet du ministre des Finances qu'il y a eu une espèce de planification de la consolidation, comme on dit, du marché bancaire français. Et on a, dans les années 60, sous De Gaulle, fait le choix de dire que l'avenir de l'économie française passait par la financiarisation et la création de grandes banques commerciales. C'est pour ça que nous avons des fleurons mondiaux, même s'ils sont plus petits que tous ceux que tu as cités, JP Morgan, ils font des métiers à part, mais nous avons en France des banques qui sont dans les premières d'Europe. C'est une idée, un plan qui est né sous De Gaulle et avec à la demande de De Gaulle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plan, Macron dit maintenant passons à des banques européennes, dénationalisons au fond nos banques, européanisons-les, et ça, Draghi, il est pour. Oui, alors si on regarde les derniers discours de Draghi, celui qu'il a fait pour expliquer le rapport sur les droits sociaux qu'il a remis à Ursula von der Leyen, ça manque pas de sel d'ailleurs, Ursula von der Leyen a commandé un rapport à son principal rival, et puis il y a un an exactement, en juin 2023, il a prononcé un grand discours au MIT sur la guerre d'Ukraine et sur l'inflation. Et il faut lire ces discours, d'abord parce que c'est clair, il y a peu de temps perdu, effectivement, c'est beaucoup plus bref que les discours d'Emmanuel Macron, et surtout, il dit les choses avec l'assurance, la certitude de celui qui sait qu'il ne peut pas être contredit. Et par exemple, Draghi explique qu'il faut que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Bon, alors il dit qu'il y aura peut-être des difficultés, mais il faudrait quand même que ça se fasse. Il dit qu'il faut une union européenne de la défense, et que là aussi les États nationaux sont trop petits. Il parle effectivement des banques européennes. Et donc cet homme, en fait, est vu de plus en plus comme le sauveur de ce projet fédéral européen qui est un peu à bout de souffle. Et si on relie ça aux réflexions qu'on a souvent au Collège des stratèges, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que finalement il pourrait servir de caution à une poursuite de l'endettement, puisqu'il a une vision qu'on va qualifier dans les grandes lignes de très keynésienne de l'économie. Il veut une relance par la dépense publique, même si elle est portée au niveau européen, et on sent bien qu'Emmanuel Macron, qui a très mal géré la France, il est trop content si quelqu'un qui a le prestige et qui inspire la confiance, comme Draghi, devenait le prochain président de la Commission. Alors, on en profite, mais on fera aussi une vidéo sur le sujet. Avant d'aborder ce que c'est que la Fédération européenne, qu'un Draghi sera probablement le chargé de mettre en place, on redit que s'il y a un problème sur les banques, si on dit au lieu d'avoir des banques nationales compartimentées, il faut des banques européennes, c'est parce que d'une manière générale, l'Europe est sous-capitalisée par rapport aux États-Unis. Et je sais que certains fantasment sur c'est les Rothschild qui font l'argent. C'est pas exactement ça, c'est même pas du tout ça. En réalité, si les États-Unis ont dégagé une masse de capital beaucoup plus importante que la nôtre, c'est parce qu'il y a des fonds de pension. Donc les États-Unis ne pratiquent pas la retraite par répartition. Donc tous les Américains économisent tout au long de leur vie, souvent à travers des plans d'entreprise, pour avoir une retraite, et cet argent est réinvesti dans l'économie. Comme nous avons fait le choix, pour des raisons morales que je comprends, des raisons idéologiques, nous avons fait le choix de faire de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations retraite sont directement données aux retraités actuels et ne sont pas stockées sur des comptes en banque en attendant d'être utilisées par les retraités. Eh bien, nous avons moins de capital à disposition, et ça explique la puissance américaine aujourd'hui. L'essentiel de la puissance américaine,
américaine et de sa puissance financière s'explique par notre choix de nous accrocher à la retraite par répartition, alors que les États-Unis ont fait le choix de la retraite par capitalisation. C'est un sujet très sensible, on le sait. On ne réduit pas tout à l'argent, simplement dans les grands arbitrages de protection sociale qui sont faits, il faut comprendre que les États-Unis ont fait un choix qui leur garantit une suprématie financière sur le monde et qui aujourd'hui met effectivement les économies occidentales, les économies européennes, en position de minoration financière et donc de difficulté lorsqu'il s'agit de consentir à des investissements lourds et durables. On en reparlera, je sais que, mais c'est important de remettre ces choses dans leur contexte. Maintenant, la Fédération européenne, Édouard, ça va consister en quoi? Alors, le principal point, et d'ailleurs Olaf Scholz veut en parler à Emmanuel Macron, c'est la question de l'unanimité dans les votes au Conseil européen sur un certain nombre de sujets clés, dont la défense et la politique étrangère. Et aujourd'hui, dans ces deux domaines, lorsqu'il s'agit d'élargissement et dans quelques autres domaines vitaux pour les souverainetés nationales, il faut l'unanimité au Conseil des chefs d'État et de gouvernement européens. Et ce que voudraient des gens comme Draghi, ce que voudraient les Allemands, le chancelier Scholz en premier, c'est qu'il n'y ait plus de vote à l'unanimité sur la défense et sur la politique étrangère, mais qu'il y ait des votes à la majorité. Alors certes, une majorité qualifiée, mais il n'empêche que ça veut dire que si la France voulait par exemple avoir à nouveau la position de 2003 lorsqu'elle s'est opposée à la guerre d'Irak, eh bien, elle pourrait être mise en minorité au Conseil européen. Elle serait obligée donc de se rallier à une position majoritaire qui serait en l'occurrence téléguidée par les États-Unis. Je rappelle qu'il y a la plupart des pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Ceux qui ne font pas partie de l'OTAN sont plutôt une exception. Donc tout ça pour dire, c'est un enjeu majeur, puisque ça serait la fin de notre outil diplomatique indépendant, de notre outil de défense. À quoi servirait la dissuasion nucléaire? C'est finalement le dernier héritage, puisqu'on parlait du général de Gaulle, le dernier héritage de la puissance et de l'indépendance française forgée par de Gaulle qui serait mise en question. On rappelle que donc en réalité tout revient, l'histoire est un éternel recommencement. Au début des années 60, il y avait déjà ce projet d'abandonner la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que tous les États doivent être d'accord sur les arbitrages. Cette règle était contestée par la communauté européenne de l'époque, l'Europe des Six, et on se souvient que le général de Gaulle avait décidé de pratiquer la politique de la chaise vide pendant quelques mois. Et pour que la France revienne dans la communauté européenne de l'époque, dans l'Europe des Six, les plus vieux s'en souviennent, de Gaulle avait imposé ce qu'on a appelé le compromis de Luxembourg, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre dans l'Union européenne sur les grands sujets stratégiques des décisions à la majorité, même qualifiée. Il faut prendre des décisions à l'unanimité. Ça fait beaucoup pester les européistes qui considèrent que ça retarde tout le monde. On peut ajouter, je vais faire un peu de complotisme, je fais un petit clin d'œil à la à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui finance Conspiracy Watch, pour redire que je suis complotiste. Dans les années 70, on a fait rentrer les Anglais dans l'Union, dans la communauté européenne, qui pour affaiblir cette communauté, les Anglais ont quand même, à un moment donné, poussé à l'élargissement de l'Union européenne pour compliquer encore son mode de décision, le ralentir et le paralyser. Et aujourd'hui, les européistes disent il est temps de tourner la page du Brexit, les Anglais ne sont plus là, on peut passer à la majorité qualifiée, De Gaulle n'est plus là, on a des européistes en France, on peut passer à la majorité qualifiée pour pouvoir prendre des décisions plus autoritaires. Le non-dit des discours de Mario Draghi et de tout ce que prônent ces Européens-là, c'est que, bien sûr, tout cela servirait les intérêts des États-Unis. Et c'est très frappant dans les discours de Mario Draghi, parce qu'ils sont lisses, ils sont brillants, sauf qu'il y a une question qui n'est jamais posée, c'est le rôle de Washington dans toutes les mesures qui sont proposées. Ça sonne. Donc, dans cette affaire, on y reviendra sur Mario Draghi, l'homme des États-Unis. Simplement, Édouard,
il se trouve qu'on sait comment ça va se passer, cette disparition de la France comme État-nation, comme État souverain. Tout le monde va dire mais l'Europe, c'est la paix, c'est le progrès, c'est le bonheur. L'ironie de l'histoire veut qu'aujourd'hui Emmanuel Macron prononce un discours à Dresde sur la place Notre-Dame. Concrètement. Alors la Frauenkirche, effectivement, c'est l'église Notre-Dame à Dresde, c'est l'église très, très symbolique, hein, puisqu'elle n'a jamais été reconstruite et complètement, et qui signifie finalement le symbole des bombardements, de la guerre, la volonté de mettre fin à la logique de guerre qui avait présidé aux deux guerres mondiales. Et Emmanuel Macron... On rappelle quand même que Dresde, dans l'image, l'Europe c'est la paix. Rappelons quand même que Dresde a été complètement rasé en 1945. Oui. Par cette politique de la terreur menée par les anglo-saxons, oui. Qui ont rasé Caen, qui ont rasé Le Havre, qui ont rasé Dresde. Alors, tout le monde le sait, j'ai pas beaucoup de sympathie ni d'empathie pour les Allemands, surtout pour cette époque, et je suis personnellement pas choqué qu'on ait annihilé pratiquement une ville où il n'y avait que des civils, et je crois qu'il y a eu 40 000 morts au bombardement de Dresde, quelque chose comme ça. Non, il y a eu beaucoup plus, il y a eu plus de 70 000 morts. 70 000 morts, enfin il faut redire qu'en 1945, alors que la guerre était gagnée, les Anglais et les Américains, mais surtout les Anglais, ont décidé de tuer 70 000 civils allemands, pratiquement par cruauté. C'était relativement gratuit, c'est comme le bombardement de Caen. C'est-à-dire que les anglo-saxons pendant que les troupes soviétiques se battaient au sol et effectivement anéantissaient l'outil militaire nazi, les Britanniques et les Américains, eux, pensaient qu'était efficace une politique de bombardement menée au nom de la destruction de l'outil industriel et de l'intimidation effectivement des Allemands. Ils pensaient qu'ils allaient détacher les Allemands d'Hitler grâce à ça. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Et puis surtout, l'outil industriel a été de mieux en mieux camouflé par l'Allemagne nazie, ce qui fait que ça n'a eu que très peu d'efficacité. Symboliquement, je trouve quand même que il est impressionnant que 80 ans après, pratiquement, personne ne relève qu'il y a probablement un certain nombre de choses qu'on impute à l'Allemagne. Il y a eu pas mal de séries d'ailleurs pour parler de la souffrance que les civils allemands ont subi en 1944-1945, puisque l'occupation soviétique n'a pas été particulièrement tendre, on peut le dire. Donc moi, j'ai toujours trouvé un peu coupable de plaindre les Allemands, mais je trouve assez étonnant qu'un Emmanuel Macron choisisse probablement l'un des lieux qui illustre le mieux la barbarie anglo-saxonne que nous avons subie en 1944-1945, que les villes allemandes ont subi sans véritable raison. Je trouve étonnant qu'on choisisse cet endroit pour célébrer l'évolution, la nouvelle étape européenne vers la fédération, avec ce mythe de l'Europe égale la paix, alors qu'au fond... C'est-à-dire qu'il faudrait être conséquent. S'il va au bout du raisonnement, il faudrait qu'il annonce aujourd'hui à Dresde que la France sort de l'OTAN. On n'a pas d'informations qui aillent dans ce sens. Alors, moi, c'est ça qui m'étonne, et je le vois bien, parce que je croise des gens dans les rues, donc certains macronistes parfois, qui me disent « mais non, mais Macron, tout est bien, c'est comme dans le cochon, dans le Macron, tout est bon ». Simplement, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu, que l'OTAN en tant que telle, et ce qui l'a précédé, c'est-à-dire l'axe anglo-saxon, n'ont quand même pas systématiquement combattu pour le bien des peuples, et leur intervention militaire ne s'est pas bornée à instaurer la paix. Hiroshima et Nagasaki, deux villes où les catholiques étaient très nombreux et les chrétiens américains ont préféré bombarder ces villes-là à d'autres. C'est des choix assez curieux quand on réfléchit en termes de dynamique culturelle. Le bombardement de Belgrade en 99. Et effectivement, puis on peut penser aux faucheuses de Marguerite lâchées sur l'Irak en 91, sur l'Afghanistan en 2001. La Daisy Cutter, la faucheuse de Marguerite, c'est la bombe la plus destructrice avant l'arme atomique. Donc c'est des bombes, espèce de super bombes au napalm. Donc tout ça effectivement ne parle pas pour un désir de paix. Voilà. Et on regardera quand même la politique américaine en Palestine, qui n'est pas
fondamentalement une politique porteuse de paix. Non, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, s'il était conséquent, devrait dire, voilà, faisons l'Europe européenne du général de Gaulle. Mais j'ai pas d'informations venues de l'Élysée selon lesquelles c'est ce qu'il s'apprête à dire. Rendez-vous la semaine prochaine et puis suivez notre actualité cette semaine, on vous réserve quelques surprises. Et participez à notre campagne, on cherche des scrutateurs pour les bureaux de vote, des gens pour tracter sur les marchés, des gens pour coller les affiches. Site pnem.eu, pnem.eu, pnem.eu. Merci mes amis, à très vite.